plaisir d'accueillir aujourd'hui Jocelyn Morisson. Jocelyn Morisson qui me fait l'honneur de nous faire un exposé sur ce qu'il sait de la conscience, en tout cas de ce que la science en dit en ce début du XXIe siècle. Donc là, je vais prendre mes notes parce que je ne suis pas du tout aussi pro que Jocelyn pour présenter les intervenants. Jocelyn Morisson est journaliste scientifique depuis plus de 20 ans. Il a collaboré à de nombreuses revues et magazines, Inexploré, Nexus, Le Monde des Religions, Nouvelle Clé, La Vie, VSD, hors série, rien que ça. Il est également auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages sur le thème des états modifiés de conscience, des phénomènes inexpliqués et des liens entre science, philosophie et spiritualité. Il est aujourd'hui rédacteur en chef de la revue native des peuples racines. Il y a des exemplaires, je crois Non, mais je n'ai pas d'exemplaire de la revue ici, non. Bon, alors je vous invite à découvrir ça dans votre magasin préféré pour prendre connaissance de cette revue. Et également, sachez que Jocelyn a une actualité, un livre qui sort le 9 février, donc il est tout chaud sorti, là. Et le titre est, Jocelyn ? Le titre, c'est Tout est relié. Univers, esprit, tout est relié. J'en ai 5 exemplaires en pré-découverte. D'accord. Eh ben, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à les précommander auprès de Damian, qui se fera un plaisir de vous les réceptionner. Puisque tout est relié, eh ben, allons-y. Jocelyn, je vous laisse la parole. C'est à vous. Merci beaucoup, Isabelle. La revue native des peuples des racines, en fait, elle n'est pas en kiosque. Donc, il faut la découvrir en allant sur notre site revue-native.com. C'est une revue qui s'intéresse aux peuples racines et aux racines des peuples. Voilà, comme j'aime bien le dire. Et peuple racine, c'est-à-dire peuple autochtone, et racines des peuples, c'est-à-dire nos racines aussi à nous, peuple d'Occident. On parle aussi bien des Basques que des Corses, on peut être amené à parler des Occitans, etc. Mais on est surtout une revue qui parle des peuples autochtones du monde. Voilà, une belle revue trimestrielle qui est accessible uniquement sur le site internet en papier ou en numérique, à l'achat ou à l'abonnement. Voilà, pour la partie pub. Donc comme je le disais ce matin, je suis très content de participer à cette journée parce que je trouve que c'est très enrichissant d'avoir cette diversité de regards sur cette question-là. Et moi, je vais effectivement vous parler de la conscience parce que c'est un sujet qui me passionne depuis plus de 20 ans. Et en fait, moi, j'étais journaliste scientifique avec une formation scientifique, puis ensuite j'ai fait du journalisme, j'ai fait une formation universitaire en journalisme scientifique, mais j'étais pas du tout ouvert à ces questions de conscience, d'état modifié de conscience et encore moins de spiritualité. Voilà, jusqu'à l'âge de 30 ans, ça m'intéressait très peu. Je m'intéressais un peu à la philosophie, à la métaphysique, mais vraiment pas à la spiritualité, on peut dire. Et ce qui a bouleversé complètement mon regard, mon point de vue là-dessus, ce sont les expériences de mort imminente. Donc, je vais en parler un petit peu avant que Vincent vous parle de son expérience à lui et des enseignements qu'il en a tirés, bien sûr, parce que moi, c'est un sujet qui me passionne aussi depuis plus de 20 ans, je disais, et sur lequel j'ai aussi beaucoup écrit d'articles et quelques livres. Donc, je vais en dire quelques mots à la fin de ma présentation. Mais d'abord, il s'agit ici de parler de la conscience. Et la conscience, pour commencer, il faut dire que c'est un grand mystère. C'est un grand point d'interrogation, la conscience aujourd'hui. C'est un peu un des grâles de la science contemporaine. On ne sait pas ce que c'est exactement, on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas comment ça marche. Et paradoxalement, c'est l'expérience la plus ordinaire du monde, puisque tous, ici, nous sommes conscients. Et c'est pour cela que nous pouvons avoir une expérience de la réalité, une expérience du monde, comme on dit en philosophie. C'est parce que nous sommes conscients que nous avons cette expérience ici et maintenant, mais la façon dont ça se produit, ça reste inexpliqué. La science s'y intéresse depuis longtemps. C'était au départ un problème philosophique. On ne parlait pas de conscience, on parlait de l'esprit. Et puis il y a des termes comme esprit, âme qui ont pris une connotation religieuse très marquée. Donc le terme conscience est un peu revenu sur le devant de la scène parce qu'il est plus neutre.
mais on ne sait pas bien de quoi on parle en fait quand on parle de conscience. Donc ça dépend de la grille de lecture qu'on adopte justement. Est-ce qu'on parle d'un point de vue plutôt scientifique, plutôt philosophique, plutôt spirituel? On ne va pas tout à fait dire la même chose, bien sûr. Donc c'est un grand mystère, et à commencer par la science. La science, les neurosciences en particulier, ils consacrent quand même des millions d'euros depuis des années, et on ne sait toujours pas expliquer comment le cerveau produit la conscience. Parce que c'est comme ça que la science approche la question. La science pose la question de cette façon-là, et poser ainsi la question, ça induit une certaine réponse déjà. C'est déjà une façon de fermer un peu le spectre, parce que dire comment est-ce que le cerveau produit la conscience, eh ben, ça sous-entend que le cerveau produit effectivement la conscience. Or, comme on n'a pas réussi à démontrer ça jusqu'à présent, peut-être que c'est pas la bonne question. Peut-être que la question est mal posée, et tout simplement peut-être que le cerveau ne produit pas la conscience. Il faut quand même poser cette question-là, parce que sinon les neurosciences nous auraient fourni un modèle depuis longtemps, et c'est pas le cas. Il n'y a pas de modèle. Vous avez une grande scientifique qui est une neuroscientifique très respectée de l'université d'Oxford en Angleterre, qui a été anoblie par la reine d'Angleterre, donc c'est quelqu'un de très important, et cette personne-là s'appelle Susan Greenfield, et elle a dit le passage de l'activité des neurones à la conscience, c'est comme la transformation de l'eau en vin, c'est-à-dire que c'est un miracle. C'est un miracle. Les scientifiques ne savent pas expliquer comment de l'activité des neurones, des échanges électrochimiques qu'il y a dans le cerveau, se produit, naît cette expérience consciente. Donc c'est aujourd'hui, à l'heure actuelle, quelque chose qui n'est pas expliqué du tout. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de théorie, il n'y a même pas l'ombre de l'esquisse d'un modèle, si vous voulez. Donc il y a des tentatives théoriques, bien sûr. On a des grands neuroscientifiques en France aussi, des Jean-Pierre Changeux, des gens comme ça, qui proposent des théories, qui nous parlent d'espaces de travail conscient, qui nous disent des choses comme ça, mais ça n'explique pas du tout comment de l'activité des neurones naît cette expérience consciente. Pour le philosophe David Chalmers, un philosophe australien, on est confronté à ce qu'on appelle un problème difficile de la conscience. Donc il y a les problèmes faciles et le problème difficile. Le problème difficile, c'est ce que ça nous fait à nous d'être conscients. Comment expliquer que nous avons cette expérience personnelle, subjective, qui nous est propre à chacun. Et ça, c'est vraiment la clé, c'est vraiment cette notion d'expérience. Et d'expérience qui est propre à chacun. Parce que, comme ça a été dit tout à l'heure à propos d'autre chose, à propos de la douleur, je pense, l'expérience de la conscience, elle est subjective nécessairement. On ne peut pas avoir accès à l'expérience de l'autre uniquement par ce qui peut en rapporter, mais on n'a pas accès directement à l'expérience conscience de l'autre. Donc c'est une limitation dans aussi l'investigation, y compris scientifique, bien sûr, d'essayer de comprendre ce qu'est la conscience. Pour savoir que la conscience existe, il faut soi-même être conscient. La conscience, c'est à la fois le sujet et l'objet de l'expérience. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à la conscience, en tant que chercheur, on n'a qu'un outil pour le faire, c'est notre propre conscience. Donc on est confronté à une espèce de point aveugle comme ça. Donc voilà le genre de problème qui se pose. Pour certains, ce n'est pas du tout un problème. On est conscient, un point c'est tout, il n'y a même pas de question à se poser. Il n'y a même pas de questions ni philosophiques ni scientifiques à se poser, et pourtant il y en a beaucoup qui se posent des questions, et il y a plein de pistes. Aujourd'hui c'est très très ouvert, il y a plein de pistes. Alors pour essayer de définir quand même un petit peu ce dont on parle, on peut dire que la conscience c'est quand même la somme d'un certain nombre de choses, à commencer par nos perceptions, donc nos perceptions, nos sensations, ce qui vient de nos sens. D'abord le sens de la vision, qui est le sens qui occupe le plus de place dans le cortex cérébral, pour ce qui est des sens. D'abord le sens de la vision, ensuite le sens de l'ouïe, l'odorat et le goût, qui sont un seul et même sens, et puis le toucher. Donc voilà, nos 5 sens. La somme de ce qui nous provient de nos 5 sens, ça va faire partie de notre expérience consciente. À ça s'ajoute ce que nous pensons, donc toutes nos pensées. On peut ajouter nos émotions, ce que l'on ressent. On peut ajouter nos souvenirs, notre mémoire. Et il y a une synthèse de tout ça qui est opérée
il y a des échanges entre ces éléments-là, ce qu'on perçoit, ce dont on se souvient, on perçoit ceci parce qu'on se souvient de cela, et on ressent ceci. Donc voilà, il y a des allers-retours entre sens, sensation, émotion, souvenir, réflexion, pensée, voilà. Et tout ça, tout cet ensemble nous permet d'avoir cette expérience du réel, cette expérience du monde. Et ça, on peut dire en première analyse, c'est ça la conscience. C'est ce qui nous permet d'être présents au monde aussi, on dit. Mais il y a un autre aspect fondamental qui est largement sous-estimé par la science en particulier, c'est ce que ça me fait à moi d'être conscient. Ce que ça me fait d'être conscient, eh bien, il n'y a que moi qui le sache, et c'est valable pour chacun de nous. Il n'y a que nous qui savons ce que ça nous fait d'être conscient. Et donc ça, là on rentre dans la subjectivité de l'expérience, et effectivement, l'investigateur n'a pas accès à ça, puisqu'il faut être soi-même conscient et faire l'expérience de sa propre conscience pour apprécier cette notion-là. Et c'est pour ça que les orientaux, les bouddhistes, notamment les hindouistes, ont une expertise supérieure à la nôtre, en quelque sorte, parce que eux, ils ont étudié la conscience de l'intérieur, à partir de ce que ça fait d'être conscient, y compris dans les états méditatifs profonds, etc. Ils ont développé ça pendant des siècles. Et donc, ce sont des experts, eux, ce sont des vrais experts de la conscience, dans ces états ordinaires et dans ces états modifiés. Pour parler des états modifiés de conscience, donc il faut déjà dire ce qu'est l'état ordinaire de conscience, sachant qu'il n'y a pas vraiment de repère, parce qu'on est toujours plus ou moins dans des états modifiés de conscience, dans le sens où on est très vite absorbé par une rêverie, on est très vite en train de fluctuer entre différents états de conscience. Donc il n'y a pas vraiment un état ordinaire de conscience, mais disons que c'est l'état dans lequel on est vigile, voilà, et qu'on a conscience de ce qui nous entoure, disons. Donc ça serait l'état ordinaire, l'état de référence. Et on a toute une batterie d'états modifiés de conscience, à commencer par le rêve, qui est le plus ordinaire. Donc le rêve, dans l'expérience du rêve, on est conscient, mais on n'est pas tout à fait soi-même, on n'a pas toute son identité, on n'a pas toute sa mémoire, il y a des choses qui manquent. Il y a une expérience particulière dans le rêve qui s'appelle le rêve lucide, où là, on rêve, mais on est conscient de soi-même, on est conscient qu'on rêve, donc c'est encore une nuance. Et puis il y a les états encore plus étonnants, qu'on appelle notamment les expériences de sortir du corps, les expériences de transe, les expériences psychédéliques, les expériences chamaniques, et puis un petit peu au sommet, on va mettre l'expérience de mort imminente et les expériences dites mystiques, expériences transcendantes. Voilà, il y a différentes appellations, mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'expérience de mort imminente est un peu au sommet de cette pyramide-là, parce que c'est une expérience qui est profondément spirituelle, et certains vont dire mystique. Donc voilà un petit peu le panorama. Et c'est important, quand on s'intéresse à la conscience, de considérer les états ordinaires et les états modifiés, parce que ça fait partie du spectre. Parce que quelqu'un qui perd conscience, on ne sait pas s'il est inconscient, en fait. Il nous semble inconscient, parce qu'il est plus capable d'interagir avec nous, il est plus capable de rapporter son expérience consciente, mais est-ce qu'il est inconscient ? Non, s'il vit une expérience de mort imminente, il est conscient, mais il est ailleurs. Il est conscient dans une autre réalité. Ou alors il est conscient dans cette réalité-là, mais au-dessus, collé au plafond, en train de regarder ce qui se passe, en train d'enregistrer tout un tas de choses, mais incapable d'interagir avec l'environnement. Et puis ensuite, il part dans d'autres réalités, vous savez. Mais donc c'est une expérience de conscience. Cette personne-là est consciente. Il y a un autre aspect aussi qu'on peut dire sur la conscience, c'est que la conscience, c'est ce qui nous permet de connaître le monde. La conscience, en fait, étymologiquement, ça veut dire avec science, avec connaissance. Si on prend cette étymologie-là, la conscience, c'est ce qui nous permet d'avoir la connaissance du monde. Or, quand on perd conscience, on dit qu'on perd connaissance. Et quand on reprend connaissance, eh bien, on a besoin de se situer dans l'espace et dans le temps.
Si vous perdez connaissance dans la rue et que vous êtes réanimé par un pompier, il va vous demander est-ce que vous savez où vous êtes ? Donc situation dans l'espace. Et puis il va vous demander est-ce que vous savez quel jour on est ? Donc situation dans le temps. On se resitue dans l'espace-temps. Donc la conscience permet cette expérience de l'espace-temps. D'accord ? Donc ça c'est assez fascinant aussi parce que ça a tout un tas d'implications. Justement parce que dans les expériences d'état modifié de conscience, on n'a plus du tout la même expérience de l'espace et du temps. Ça, on va y revenir. Et Vincent pourra en parler, bien sûr. Alors, qui dit expérience de conscience, dit sujet. Il faut qu'il y ait un sujet qui fasse l'expérience. Pour qu'il y ait expérience, il faut qu'il y ait un sujet de l'expérience. Donc le sujet fait l'expérience du monde comme objet. Donc il y a cette relation sujet-objet. D'accord ? Or, le projet de la science, depuis, disons, la Grèce antique, le projet de la science, c'est d'avoir une vision objective du monde. C'est de décrire le monde comme un objet. Qu'est-ce que c'est qu'une vision objective ? C'est une vision qui est la même pour tous, qui est la même pour tous les sujets. C'est-à-dire que si on a quelque chose qui est objectivement là, tout le monde doit le voir, tout le monde doit en faire la même expérience. C'est ça quelque chose d'objectif. C'est quelque chose qui ne dépend pas du sujet. D'accord ? Donc ça, c'est extrêmement important. Parce que, en fait, on n'a jamais vraiment accès à une objectivité parfaite. Puisque chaque expérience de conscience est nécessairement subjective. Par définition, c'est l'expérience d'un sujet. Donc on va pouvoir se mettre d'accord sur le fait qu'on est dans une grande salle, qu'il y a des chaises, qu'il y a des tables, qu'il y a des choses. Mais chacun aura une expérience propre, singulière, particulière de ça, de ce qu'il y a là. J'aime bien prendre l'exemple de la rose. Vous prenez une rose, et la rose va être perçue par le botaniste avec toutes ses connaissances de botanique, c'est-à-dire qu'il va voir la tige, les pétales, les sépales, les étamines, le pistil, toutes ces choses-là qui relèvent de la botanique et qui sont là dans son registre à lui et qui colorent sa perception de la rose. Donc il voit la rose avec tout ce bagage. Et si vous prenez un jardinier, il voit la même rose, on va dire, mais il ne la voit pas de la même façon. Il la voit avec l'idée que la rose, elle est épanoui parce qu'il l'a bien taillé, etc., et qu'il y a tel travail à faire sur les rosiers à telle période de l'année. Donc le jardinier voit la rose différemment du botaniste. Et puis vous prenez l'amoureux, lui, il voit la rose comme l'objet à offrir à sa bien-aimée. Donc il a lui aussi un regard différent sur la rose, d'accord ? Et vous pouvez avoir quelqu'un qui est à la fois botaniste, jardinier et amoureux, donc qui a tout ce bagage-là. Et donc, en tout cas, ça nous amène à comprendre que chacun a une expérience propre, singulière, du monde qui l'entoure et des objets qui composent ce monde. Ça, c'est incontournable, si vous voulez. Donc, ce dont on se rapproche, c'est pas de l'objectivité, c'est une intersubjectivité. C'est-à-dire qu'on est capable de se mettre d'accord sur le fait qu'il y a telle et telle chose, que le soleil se lève, etc. Mais chacun fait son expérience propre de ça. Ça a l'air trivial, hein, je pense, j'en connais, mais en fait c'est très très important. Donc il y a cette expérience du sujet et de l'objet. Or, je le disais, la science, elle a voulu avoir une vision, une description objective du monde, et pour ça, elle a dit, le sujet, on le met de côté. Donc, depuis que la science s'est développée, on a dit le sujet, c'est pas important, on s'en occupera plus tard. C'est pour ça que la conscience aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est, parce qu'on a mis le sujet de côté. On s'est dit, avec les progrès de la connaissance, on comprendra mieux ce que c'est que vraiment cette expérience que chacun fait. Ce qui est important, c'est de décrire le monde avec ses objets, ce qui le compose, etc. Et le sujet a été évacué. Et le sujet a été oublié. On a oublié
que chacun faisait une expérience du monde qui lui était propre. Et c'est devenu, pour beaucoup de gens, ce n'est même pas une question. On est conscient, et un point c'est tout. Ce n'est même pas une question ni scientifique, ni philosophique, ni quoi que ce soit. Pour beaucoup de gens, ce n'est pas du tout un problème. Or, c'est un problème. Et c'est un problème aujourd'hui dans la science contemporaine, parce que le sujet qu'on a évacué, eh bien, il est revenu par la fenêtre, notamment dans les expériences de physique quantique. Dans la science moderne, la science la plus pointue à l'heure actuelle, la physique quantique, qui au passage est déjà dépassée, mais c'est pas grave, je vous le dirai après, le sujet fait un retour en force, et même si tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, parce qu'il y a plein aussi d'interprétations, on se rend compte que quand on observe la matière, à très très petite échelle, à l'échelle des atomes, et puis en dessous, les particules atomiques, les particules élémentaires, et puis les quarks, etc., on se rend compte qu'on ne peut pas en fait dissocier ce qui est observé de ce qui observe. On ne peut pas le dissocier. Et ça, il y a quasiment un consensus parmi les physiciens là-dessus, sur le fait qu'on ne peut pas extraire l'observateur de l'expérience d'observation. Alors de là à dire que l'observateur crée la réalité, etc., c'est une autre étape, si vous voulez, c'est un pas qui est franchi, il faut être très prudent, mais en tout cas l'observation intervient, joue un rôle dans la manifestation de ce qui est observé. Donc quand on observe des objets physiques, des objets aux échelles très petites, avec des systèmes, donc des objets quantiques, des systèmes quantiques, l'observation intervient, joue un rôle, et il y a des expériences qui montrent qu'un même phénomène va être perçu de façon différente par deux observateurs différents, le même phénomène. Donc ça démontre que ce qui apparaît dépend de l'observateur. On ne peut pas extraire, on ne peut pas exclure l'observateur. Donc on revient à l'expérience du sujet, on est obligé de tenir compte de l'expérience du sujet. Et ça, c'est tout à fait majeur, si vous voulez. Donc avec la physique quantique, et ça, les pionniers de la physique quantique, dès les années 20, on dit ça, on dit on peut pas exclure que la conscience de l'observateur doit entrer quelque part dans l'équation. Et puis ça a été là aussi mis de côté, parce qu'on s'est dit c'est trop ésotérique, c'est de la pseudo-science, on ne sait pas expliquer parce que la conscience, ça n'entre pas dans les équations. Donc on a mis ça de côté. Pendant des années, beaucoup de physiciens ne se sont pas occupés de ce problème-là. Et à nouveau, donc dans les expériences récentes, on s'aperçoit à chaque fois qu'on ne peut pas exclure le rôle de l'observateur dans les expériences de physique quantique. Donc ça a des conséquences parce que ça sous-entend, pour certains philosophes des sciences, philosophes de l'esprit, ça sous-entend que ce n'est pas la matière qui est la base de la réalité, qui est le socle de la réalité, mais c'est bien la conscience. La conscience, elle vient avant, elle vient nécessairement avant. Parce que pour qu'il y ait matière, il faut qu'il y ait conscience. Ça ne veut pas dire que la matière n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'il faut nier l'existence de la matière, ça veut dire que pour qu'il y ait matière, il faut qu'il y ait une conscience dans laquelle cette matière apparaît. Ça a l'air peut-être farfelu, un peu ésotérique aussi, mais pour des gens très sérieux, physiciens, philosophes, c'est une évidence, c'est quelque chose qui est incontournable. Donc on est là à nouveau dans le domaine de la métaphysique un peu, etc. En tout cas, vous avez des philosophes aujourd'hui qui vous disent la réalité, la base de la réalité, le socle de la réalité, c'est la conscience. Et qui vous disent même toute la réalité est conscience. Il n'y a que de la conscience. Donc, pour nous, occidentaux, et surtout français, matérialistes, etc., rationalistes, c'est difficile à avaler. Mais voilà, il y a des gens qui viennent à ça, des scientifiques qui viennent à ça. Et il se trouve que ça correspond à ce que nous disent justement les traditions spirituelles d'Orient depuis toujours. Hindouisme, bouddhisme, taoïsme, etc. nous disent ça.
depuis l'origine, ils nous disent la réalité, c'est d'abord la conscience. C'est de la conscience que tout naît, et dans la conscience apparaît la matière, et la matière se complexifie, etc. Alors que nous, on a fait une pyramide en Occident avec la matière en bas, et puis les atomes forment les molécules, et puis les molécules forment les tissus, et les tissus forment des choses de plus en plus complexes, et de là émerge la conscience. Dans notre paradigme à nous, la conscience, elle est tout en haut. C'est ce qui vient en dernier. Donc vous voyez, là, on est dans des visions diamétralement opposées. Diamétralement opposées. Pour les orientaux, la conscience est à la base. Pour les occidentaux, elle est au sommet, et elle émerge par un miracle de la complexification de la matière. Plus la matière se complexifie, et plus il y a des cerveaux, et chez les mammifères, ça donne le cerveau des singes supérieurs et des êtres humains, et voilà, hop, la conscience. Donc, vous voyez la difficulté à réconcilier ces deux visions-là, puisque ce sont deux visions qui s'affrontent de manière directe, quoi. D'où les difficultés aujourd'hui à accepter ces nouvelles visions des choses, parce qu'on est ancré dans cette vision matérialiste des choses, qui consiste à dire la réalité, c'est d'abord la matière inerte, puis la matière vivante, etc. Et il y a des bonnes raisons de penser comme ça, parce que pourquoi est-ce qu'on est matérialiste à ce point-là, ici, dans les pays riches, etc. Parce que le matérialisme a conduit à des beaux succès, des belles réussites, la technologie, la médecine. Donc la vision matérialiste des choses, elle n'est pas à rejeter non plus comme quelque chose qui serait mauvais, hein. Il y a eu, on doit plein de succès au matérialisme, sauf qu'aujourd'hui on est confronté à une espèce de limite de cette approche-là, et on bute sur cette question de la conscience. Comment est-ce que la conscience émerge de l'activité des neurones? Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a des scientifiques qui acceptent de prendre le problème à l'envers et qui nous disent il faut partir de la conscience. Simplement, il faut avoir une idée de ce que c'est que la conscience au plan ontologique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est en tant que en tant qu'entité, qu'est-ce que c'est que la conscience? On n'a pas de définition qui puisse être opérationnelle en science. À quelques exceptions près, aujourd'hui, vous avez un scientifique américain qui est vraiment à la pointe de ces réflexions-là, qui s'appelle Donald Hoffman, et qui travaille avec des mathématiciens, des physiciens à l'Université de Californie, et qui lui dit que le fond, le socle de la réalité, c'est une trame, si vous voulez, d'unités qui sont ce qu'il appelle des agents conscients. Voilà, la base de la réalité, c'est comment on pourrait dire, oui, voilà, une trame d'agents conscients qui sont en interaction. Donc c'est un modèle mathématique qu'il a élaboré avec des mathématiciens, à partir duquel, à partir de cette réalité de base, c'est de là que la matière émerge. Les particules élémentaires, et puis les atomes, etc. Et ces gens-là nous disent, en fait, déjà, l'espace-temps, aujourd'hui, c'est dépassé. Nous, notre réalité, justement, dans le point de vue matérialiste, notre réalité, c'est l'espace-temps. Vous savez qu'Einstein a associé les deux, espace et temps, en disant c'est l'espace-temps. Donc on est dans cette trame d'espace-temps. Et ces scientifiques-là nous disent que l'espace-temps est condamné. Pourquoi? Parce que l'espace-temps n'est pas fondamental. Il y a quelque chose derrière. Le temps lui-même n'est pas fondamental. Le temps, c'est quelque chose qui apparaît à partir de quelque chose qui est plus en amont. Et là, il y a un consensus parmi les physiciens, pour le coup, pour dire que le temps n'existe pas vraiment. Le temps, c'est une espèce d'expérience individuelle aussi, la subjective qu'on fait, qui est liée à la conscience, mais ça n'a pas de réalité propre. Ça n'a pas d'existence propre, le temps. Donc en physique, aujourd'hui, on sait que le temps, c'est un paramètre dont on peut se passer. Dans certaines expériences, en tout cas, on peut se passer du paramètre temps. Donc ça, c'est assez passionnant. Donc le temps n'est pas fondamental, l'espace n'est pas quelque chose de fondamental puisqu'il est lié au temps,
La matière n'est pas quelque chose de fondamental parce qu'il y a quelque chose derrière. Donc tout ça, toutes ces choses qui pour nous sont la réalité, espace, temps, matière, ne sont pas des fondamentaux. Il y a quelque chose derrière ça. Il y a quelque chose derrière ça. Et là aussi, c'est encore une fois ce que nous disent ces traditions d'Orient. Puisqu'ils nous disent, notamment, vous savez, dans l'hindouisme, il y a cette notion de Maya, c'est-à-dire que le monde qui apparaît, le monde des phénomènes, c'est une illusion. Ce n'est pas le vrai monde. On appelle ça la Maya, donc ça a été repris par le bouddhisme. Et donc ce qui apparaît, le monde phénoménal, c'est quelque chose qui vient d'autre chose qui est plus fondamental, qui est plus en amont, qui est derrière, qui est une sorte d'arrière-monde, si vous voulez. Donc encore une fois, ce n'est pas des idées qui sont nouvelles. Mais il se trouve que ça a été déjà formulé il y a des siècles et des siècles, et qu'aujourd'hui, il y a certains courants de la science et de la philosophie qui reviennent à cette vision-là des choses. En philosophie, on parle du courant de l'idéalisme, et l'idéalisme, c'est pas vouloir un monde idéal. En philosophie, l'idéalisme, c'est le fait que le socle de la réalité est la conscience, justement. C'est la vision qui s'oppose au matérialisme. Donc on a des philosophes idéalistes aujourd'hui, et qui sont dans la lignée aussi de gens comme Kant ou des philosophes comme ça, comme Schrödinger. Enfin, Schrödinger était philosophe, mais il était aussi physicien. Schopenhauer, pardon. Voilà, il y a eu des grands philosophes idéalistes, à commencer par Platon, et puis voilà. Tout ce courant philosophique de l'idéalisme, en fait, il a été un peu mis de côté, mais il est toujours vivant, et puis aujourd'hui, il est réactivé, il revient sur le devant de la scène, justement à la faveur des expériences de physique quantique qui obligent à tenir compte du rôle de l'observateur et du rôle de l'observation dans ces phénomènes-là. Kant, par exemple, disait, ou il distinguait les phénomènes, ce qui apparaît du noumen, qui est la chose en soi. Pour ceux qui ont étudié ça en philo, à l'époque, moi ça ne me passionnait pas vraiment en terminale, mais il se trouve que c'est très intéressant. On n'a pas accès à la chose en soi qui est derrière le phénomène. On n'a accès qu'au phénomène. On a accès au monde uniquement tel qu'il apparaît et pas tel qu'il est. Donc ça fait une distinction quand même fondamentale. Sauf quand on vit des états modifiés de conscience, justement. Où là, on a accès à une autre expérience du temps et de l'espace. Souvent, dans des expériences profondes, il n'y a plus de temps. La notion d'espace, elle se transforme également aussi puisqu'on a accès à des infinis. On a accès à des espaces qui sont complètement différents, qui sont superposés, qui relèvent de multivers, de notions comme ça. Donc on n'a pas du tout la même expérience de l'espace et du temps. Donc quand on vit des états modifiés de conscience, comme ça, des états modifiés de conscience profonds, intenses, on a accès à ce qu'il y a derrière les choses, derrière l'apparence des choses. C'est pour ça que c'est passionnant, c'est fascinant, ces expériences-là. Et surtout, quand on fait ces expériences-là, on a la sensation de faire un avec tout ce qui est. Ça revient souvent dans ces témoignages-là. Je ne faisais qu'un. Je ne faisais qu'un avec tout ce qui existe. Il n'y avait plus de séparation, il n'y avait plus de sujet et d'objet. Le sujet et l'objet, ils avaient fusionné en une seule chose. Il n'y a qu'une réalité. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces expériences-là? On fait l'expérience d'une seule conscience. D'une conscience qui serait justement la conscience primordiale dans les visions spirituelles des choses, qui serait la conscience unitaire, primordiale, en amont de toute manifestation. Donc on fait cette expérience de l'absence de dualité entre le sujet et l'objet. Et quand on est capable de stabiliser cette expérience-là, quand on revient dans la réalité ordinaire, eh bien on appelle ça la non-dualité. Vous savez, c'est dans les courants spirituels de l'Inde, de l'Asie, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, vous avez les courants non-duels, non-dualistes. L'Advaita Vedanta, le Dzogchen, le Yogasara, j'espère que certains connaissent un petit peu ces mots-là. Parce que on nous dit, ces traditions-là nous disent qu'on peut vivre cette non-dualité tout le temps. Tout le temps.
ici et maintenant. Et c'est ce qu'on appelle l'éveil dans ces traditions. On appelle ça l'éveil spirituel. Et c'est pas quelque chose de grandiose, de grandiloquent, d'extraordinaire, c'est au contraire très banal. C'est quelque chose qui est à portée de tous et qui est notre condition même d'être vivant en fait. C'est ce que nous sommes en fait, c'est ce que nous sommes à la base. C'est ce que nous disent ces enseignements. Nous sommes cela. Hein, dans l'hindouisme on dit toi aussi tu es cela. Donc il y a Brahman qui est l'absolu et puis Atman qui est l'être relatif, mais les deux sont identiques. Atman est Brahman. Toi aussi tu es cela, et c'est écrit dans les Upanishads. Tu es cela comme la vague est l'océan. Alors la vague n'est pas l'océan, la vague c'est une partie de l'océan. Mais la vague a la nature de l'océan. Donc la vague est l'océan parce que la vague a la nature de l'océan. Vous voyez, on ne peut pas dire où s'arrête la vague et où commence le reste de l'océan. Donc c'est une métaphore qui est souvent utilisée. Ou alors, l'air qui se trouve dans le récipient, c'est le même que celui qui est autour. Donc le récipient n'est qu'une forme. Et il y a la même chose à l'extérieur et à l'intérieur du récipient. Et nos corps, c'est ça en fait. On est des récipients, des simples récipients pour cette conscience universelle. Dans cette vision des choses, encore une fois, hein, à laquelle moi je souscris, hein, mais bien sûr, on n'est pas obligé parce que ça relève pas d'un raisonnement, ça relève pas d'un travail intellectuel, c'est plutôt le contraire. Quand on parle d'éveil spirituel dans ces traditions-là, c'est pas quelque chose qui résulte d'un effort intellectuel, au contraire, c'est quand on relâche tout, quand on lâche prise, quand on accepte la réalité telle qu'elle est, qu'on parvient à cet éveil, soi-disant, donc selon ce qu'en disent ces traditions, si vous voulez. Donc c'est assez passionnant parce qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'effort particulier à faire, c'est déjà là, c'est déjà ce que nous sommes déjà cela, encore une fois. Donc voilà, on peut vivre ça, donc on peut accéder à cette réalité unitaire qui est derrière l'apparence des choses, dans des états modifiés de conscience profonds, et ensuite on peut le vivre aussi dans notre vie de tous les jours. Vivre ça au quotidien. On a des équivalents en Occident hein, de ça, hein. L'éveil spirituel, ça existe aussi chez nous. Hein. Alors les religions, le problème c'est qu'en Occident, les religions ont un petit peu accaparé toute la réflexion spirituelle, tout le discours spirituel, donc elles se sont arrogées le monopole de dire la vérité sur ce qu'est Dieu, sur ce qu'est le transcendant. Mais il y a des courants ésotériques, il y a des courants mystiques, il y a des courants qui sont hors des champs religieux officiels, on va dire, qui reconnaissent cette possibilité de ne faire qu'un avec le transcendant, avec le divin. Vous avez ça dans la Kabbale, la mystique juive, vous avez ça dans le soufisme, la mystique islamique, musulmane, et vous avez ça dans la mystique chrétienne, bien sûr, avec cette idée que, en fait, on n'est pas une création de Dieu, parce que qui dit création dit distance entre Dieu et sa création. Dans les enseignements religieux, dans nos traditions à nous classiques, la création est distincte du créateur. D'accord ? Il y a une distance. D'ailleurs, des mystiques dans l'islam notamment, et pas seulement, qui ont proclamé leur identité à Dieu en disant « je suis Dieu », ils ont été brûlés, vifs, écartelés, et ils ont eu la totale. Hein. Donc il n'y a que dans les courants mystiques qu'on dit que nous sommes identiques à Dieu. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une création, le monde manifesté n'est pas une création de Dieu, c'est une émanation de Dieu. Il y a une distinction fondamentale qui est faite entre cette notion de création d'une part et cette notion d'émanation d'autre part. On a ça dans la Kabbale notamment, c'est assez passionnant
Parce que ça fait une nuance tout à fait cruciale, quoi. L'émanation, c'est comme les rayons du soleil. On peut pas distinguer le soleil et ses rayons. Les rayons sont l'émanation du soleil, ils font partie du soleil. Et de la même façon, nous, êtres vivants, nous sommes une émanation de la divinité dans ces visions du monde, là. Voilà, donc nous sommes une partie et en même temps la totalité de cette conscience unique, primordiale, qui est ce que certaines traditions appellent Dieu, mais qu'on n'est pas obligé d'appeler Dieu du tout. Donc c'est difficile parce qu'en même temps, quand on part dans ces raisonnements-là, qui ne doivent pas être des raisonnements, encore une fois, c'est difficile parce que nous, on est des êtres raisonnables et raisonnants. On va avoir tendance à rejeter la notion d'individu et à rejeter le corps. On va dire que le corps, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la réalité spirituelle, la conscience primordiale, etc. Et le corps, c'est négligeable. L'individu n'est pas important puisque nous ne faisons qu'un. Nous ne faisons qu'un avec tout ce qui existe. Donc l'individu, ça n'a aucun intérêt. Non. C'est une faute, là aussi, parce que les deux ont leur raison d'être. On a tendance à opposer les choses de manière binaire, hein, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais on peut se penser comme un individu, individué, et comme ayant la nature de l'absolu. C'est possible de conjuguer les deux. Il faut d'ailleurs conjuguer les deux. On avait ça chez Jung, hein, d'ailleurs. Chez Jung, il distinguait l'individuation et l'individualisation. Vous savez, l'individualisation, ça consistait à s'individualiser, devenir un individu, mais qui est coupé des autres, qui doit être plus performant et qui doit être meilleur et qui doit être compétitif, etc. Malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui majoritairement. Il faut être comme ça, il faut être individualisé pour être un individu compétitif. Alors qu'on peut être un individu individué, c'est-à-dire relié à tout, relié aux autres, relié au vivant, relié au cosmos, relié à ses semblables, ce qui induit des notions de respect, d'amour, de fraternité, et d'amour de la nature, et d'amour de la terre, et d'amour du cosmos. Hein, donc c'est complètement différent. C'est un individu qui est aussi un individu identifié, mais qui fait partie du tout et qui est voilà, complètement inclus dans le tout. C'est la différence entre individuation et individualisation. Il y a un autre philosophe anglais actuellement qui s'appelle Tim Freck, qui lui parle de unividuation. On est individué, on est des individus, mais universellement reliés à tout ce qui est. Voilà. Unividuation. Je vais m'arrêter là. Après, je vais parler un peu des un peu de mots. Parce que j'ai une dernière chose là, sur la notion d'individualité qui est vraiment intéressante. C'est dans les dialogues avec l'ange. Pour ceux qui connaissent les dialogues avec l'ange, il y a un passage qui est vraiment fort sur la notion d'individualité qui nous dit en dessous la surface de l'eau, tout ne fait qu'un. Il y a la terre qui ne forme qu'un seul bloc. Et à la surface de l'eau émergent des îles. Les îles sortent de la surface de l'eau. Et les îles sont l'individu. Les îles sont l'individualité. Les îles sont les individus. Et il faut que ces îles sortent. Il faut que ces individus apparaissent pour que les anges, la sphère angélique, c'est symbolique si vous voulez, c'est métaphorique, pour que cette réalité angélique puisse descendre. Il faut que nous émergions pour qu'elle puisse descendre et qu'elle ait un support pour poser son pied, métaphoriquement. Donc vous avez ça aussi dans les dialogues avec l'ange, l'importance de l'individualité. Donc la spiritualité, c'est pas la négation de l'individualité, c'est pas la négation du corps. Non plus, ça c'est vraiment important. Voilà, j'ai déjà dit beaucoup de choses, mais juste un mot sur les NDE, parce que les NDE aujourd'hui, c'est un sujet c'est un peu un changement de paradigme aussi. Hein. C'est un sujet qui est pris très au sérieux par plein de scientifiques, qui reste un mystère.
Mais on a des scientifiques qui l'étudient, notamment à l'université de Liège. Jocelyn, est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie NDE ? NDE, c'est Near Death Experience, donc expérience proche de la mort, hein, qu'on a traduit en français par expérience de mort imminente, parce que c'était une formule qui existait déjà. Donc ce sont les gens qui frôlent la mort, Vincent va nous en parler juste après, et qui vivent cette expérience de sortie du corps et d'union mystique avec tout ce qui est. Donc c'est un sujet qui est pris très au sérieux aujourd'hui et dont on a reconnu, parmi les scientifiques même matérialistes, les neuroscientifiques purs et durs, que ce n'était pas un rêve, que ce n'était pas une hallucination, que ça laissait des souvenirs qui n'avaient rien à voir avec des souvenirs ordinaires, ni avec des souvenirs d'expériences triviales comme ça. Donc c'était quelque chose à part. C'est vraiment quelque chose à part. Et ils sont en train de mettre au point des protocoles là, pour essayer de valider une fois pour toutes la possibilité que effectivement la conscience sorte du corps, entre guillemets, et soit capable de percevoir au-delà de son point de vue ordinaire. Donc il y a des protocoles là qui sont en train de se mettre en place. Il y a déjà eu des tentatives, mais qui n'ont rien donné de vraiment concluant. Mais c'est pour vous dire que c'est pris au sérieux. Voilà, c'est vraiment un sujet aujourd'hui qui est étudié. Sauf que la limite pour les neurosciences, c'est que eux, si ça se passe pas dans le cerveau, eh ben ils ont rien à dire sur le sujet, parce que leur métier à eux, c'est de dire qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Les neurosciences, il faut qu'il se passe quelque chose dans le cerveau, sinon ça sort de leur champ de compétences. Donc c'est la limite, mais c'est déjà bien qu'ils s'y intéressent et qu'ils le prennent au sérieux, si vous voulez. Donc c'est vraiment un progrès. Mais malheureusement, si il s'avère que ça ne se passe pas dans le cerveau, eh bien, il faut que ça soit d'autres spécialistes qui parlent de ces sujets-là, des expérienceurs, des philosophes, des gens comme ça, même des physiciens qui s'intéressent à la conscience, mais pas forcément des neuroscientifiques. En tout cas, la question de la conscience, c'est quelque chose qui est nécessairement pluridisciplinaire, ça c'est sûr. Sciences dures, sciences humaines, philosophie, tout ça. Tout le monde a des choses à dire là-dessus. Donc c'est important qu'il y ait aussi des échanges entre ces spécialistes-là. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses. Peut-être on peut prendre quelques questions pour éclaircir ça. Je suppose que vous êtes curieux de poser des questions à Jocelyn sur le sujet. Allez-y, profitez-en, vous l'avez. Oui, docteur Cadenne, attention. La science et la conscience. Voilà, la science et la conscience. Oui, c'était juste une petite réflexion par rapport à la pratique de méditation en pleine conscience, puisqu'on ne parle que de ce qu'on connaît. Et effectivement, au-delà de la méditation, l'observation de ce qui se passe au moment présent, à l'instant présent, sans jugement, effectivement, il y a des formes de méditation beaucoup plus sophistiquées et approfondies, qui ne sont pas d'ailleurs très, très difficiles à acquérir au niveau de pratique. Et on peut observer sa propre conscience. On a donc ce qu'on appelle la métaconscience, c'est-à-dire qu'on s'observe penser. Et c'est une façon, alors bien sûr la conscience, je ne sais pas si elle sort ou pas du corps, mais c'est une façon effectivement de prendre un recul et d'observer sa conscience. Alors bien entendu, on est toujours dans la personne qui regarde, c'est toujours le côté subjectif de ce qu'on... Mais déjà, ça permet d'isoler, entre guillemets, un concept de conscience. Et par rapport justement à ces phénomènes-là de conscience, donc les neurosciences, donc c'est une conscience qui serait au moins médiée par des choses... cérébrale, même si ça ne se passe pas que là, mais à mon avis, même dans les expériences de mort imminente, il y a un départ forcément au niveau cérébral. Et donc, dans ces expériences de métaconscience observées dans la méditation un peu approfondie, on voit effectivement l'activation de certaines zones cérébrales, et notamment celles qui sont impliquées dans l'imagination, la relation, etc., qui s'activent de façon particulière. Donc effectivement, il y a des... Alors, je ne sais pas quelle est la poule et l'œuf, mais il y a des corrélations qui sont faites. Et moi, je suis un petit peu rationaliste, même si pour autant je m'intéresse à tout ça. Et je pense quand même qu'il y a des phénomènes neurobiochimiques qui sous-tendent ces expériences. Alors là, il y a pas longtemps, là, j'ai lu un article dans un journal référencé qui a exploré la mort. C'était un sujet donc qui était en état de coma et qui est mort.
Donc il avait tous les appareils branchés, etc. Et donc il y a des décharges biochimiques, il y a ce qu'on appelle une contamination neuronale, c'est-à-dire qu'il y a une activité cérébrale intense qui se propage et qui va probablement expliquer, qui pourrait expliquer, puisqu'on ne le sait pas, puisque la personne est morte, mais cet état de bien-être que ressentiraient les gens quand ils meurent. Voilà. Donc il y a quand même des corrélations. Après, pour le reste, voilà. Mais c'est ce que j'ai lu et ce que je rapporte. C'est très intéressant parce que la question de la corrélation, elle est centrale et la corrélation n'est pas forcément causalité, comme vous le savez. Donc, c'est pas parce qu'il y a un lien entre une expérience subjective vécue et un état cérébral que l'état cérébral cause l'expérience vécue. Ça pourrait être l'inverse, en l'occurrence. Bon, moi j'ai lu toutes ces publications, notamment il y en avait chez le rat aussi, la décharge neuronale finale, et là ce patient effectivement dont on a pu observer qu'il y avait un feu d'artifice cérébral au moment de la mort. Ça c'est vraiment passionnant parce que il se trouve que moi ce que j'ai compris, ce que j'ai lu, c'est que ce feu d'artifice neuronal qu'il y a dans le cerveau au moment de la mort, il correspond à la mort des neurones. C'est la mort des neurones. Donc, par définition, ça ne peut pas être corrélé à la NDE, à l'EMI, puisque la personne ne peut pas revenir raconter son expérience, si c'est la mort des neurones. Puisque les grandes expériences de mort imminente qu'on a, par définition, ce sont des gens qui sont revenus, parfois peut-être avec des séquelles, mais dans la majorité des cas sans séquelles, donc ils n'ont pas eu ce feu d'artifice, précisément, puisqu'ils n'ont pas eu cette mort neuronale. Donc ça reste un mystère, je ne dis pas que moi j'ai l'explication, mais ça reste très mystérieux. En tout cas, ça reste intéressant parce qu'aujourd'hui, en plus, la mort, on sait que ce n'est pas un moment, on sait que c'est un processus. Il n'y a pas un instant de la mort, on sait que c'est quelque chose qui se déroule sur plusieurs heures, voire plus, et qu'il y a toute une activité cellulaire, résiduelle. On sait que l'électroencéphalogramme est très vite plat, au bout de 15 secondes d'arrêt cardiaque, il n'y a plus d'électroencéphalogramme. Donc on dit il y a peut-être une activité plus profonde dans les structures plus profondes du cerveau qui serait responsable effectivement du vécu de l'expérience de mort imminente, mais pour certains chercheurs ça ne colle pas parce qu'il y a ce vécu de l'identité, le souvenir de soi, de la capacité à mémoriser, toutes ces fonctions-là sont liées au cortex précisément, donc sont liées à ce qui se passe en surface en théorie. En tout cas, la notion d'identité, ça pose problème. Il y a peut-être une activité plus profonde, mais en tout cas, il n'y a plus d'activité en surface. Et on a des cas où les gens étaient en mort clinique prolongée et où effectivement le cerveau, a priori, n'était plus actif que dans des zones très très profondes, pour le coup. Donc corréler l'activité du cerveau dans des zones très profondes, très primitives, à cette expérience si riche, si belle, qui a tellement de sens et dans laquelle il y a tout le revécu en plus, il y a tout le souvenir de la vie parfois, etc. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça que ça reste très mystérieux. Une autre question ? Oui. Oui, j'ai lu dans des expériences que justement des personnes avec un encéphalogramme très plat ou dans des comas assez poussés, justement, vivaient des expériences que normalement, nous, en étant entièrement en capacité, ne pouvons pas vivre. Par exemple, la personne, dans l'hôpital, elle va voir son mari ou sa femme qui a une pièce à part, qu'elle va visiter. Et quand elle revient à son état, qu'elle sort de ce coma ou qu'elle revient à son état normal, si on peut dire, elle raconte tout ça alors que on ne sait pas, l'encéphalogramme est plat, comment, c'est pas une hallucination, l'hallucination, on voit n'importe quoi, ça ressemble à rien. Là, c'est logique, c'est des actes, c'est des choses qu'elle a vues, qu'elle rapporte et que les gens confirment. C'est là où c'est troublant, quoi. Oui, mais ça rejoint ce qu'on vient de dire. On ne s'est pas expliqué parce qu'effectivement, il y a des patients dans le coma qui font ces expériences-là, qui rapportent ces souvenirs-là, qui rapportent des choses qu'ils ont vécues pendant le coma. Ça ne se produit pas que dans les arrêts cardiaques ou dans des opérations chirurgicales, des accidents de voiture, etc., etc. Ça arrive aussi dans des comas. Beaucoup de gens qui rapportent des souvenirs du coma. Alors, on a fait beaucoup de progrès aujourd'hui dans le coma et on sait qu'il y a des états de conscience résiduels, il y a des états de conscience minimaux et d'ailleurs on peut s'en servir pour anticiper la rééducation des patients. Ça c'est intéressant parce qu'il y a une possibilité d'interaction
avec certains. Donc on sait aujourd'hui faire la distinction entre des gens qui ont un état de conscience minimal grâce à l'imagerie. Grâce à l'imagerie cérébrale, on voit qu'il y a une certaine activité consciente, même s'il n'y a pas de réactivité et s'il n'y a pas d'échange verbal, etc. ou plus. Donc on progresse, en tout cas sur ce terrain, et comme je le dis, ce sont les mêmes chercheurs qui travaillent là-dessus, à Liège notamment, qui s'intéressent aussi à l'expérience de mort imminente et aux sorties de corps. Donc c'est rassurant, parce que ça prouve que c'est un vrai sujet qui est pris au sérieux. Une autre question ? Chantal. Alors moi, c'est pas une question, c'est une expérience que j'ai vécue. Alors je n'ai jamais fait de NDE. Par contre, je faisais du yoga. Et une fois, on a fait une séance de méditation avec une technique un peu particulière. C'était une certaine façon de respirer, on va dire, et ça faisait une hyperventilation du cerveau. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que je me voyais allongée sur le sol. Et bon, c'était il y a 25 ans, je ne connaissais rien de tout ce domaine-là, les niveaux de conscience, etc., les NDE, je n'étais pas du tout là-dedans. Et j'ai réalisé en fait que je me voyais allongée sur le sol et que je voyais mon corps en entier. Et j'étais surprise parce que je pouvais même me voir la tête, les cheveux, alors que si on est allongé, on ne peut surtout pas se voir déjà les yeux, la tête, le dessus du crâne, etc. Et tout d'un coup, quand je me suis dit, mais c'est bizarre, tu es en train de te regarder allongée sur le sol, comment ça se fait que tu te vois ? Alors moi, j'avais l'impression de me voir à une hauteur d'1,20 m. Alors 1,20 m, je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui me venait à l'esprit. Et tout d'un coup, je suis rentrée dans une dimension d'amour, quelque chose qui n'est pas du tout de nature humaine, j'ai envie de dire. Ça n'a rien à voir avec le sentiment amoureux. C'était quelque chose qui était puissant et en même temps qui était vraiment linéaire. Et j'étais habitée par cette notion d'amour. Et alors, tout en n'ayant pas eu l'impression d'être montée dans quelque chose, ce qu'il y avait, c'est que je ne voulais pas redescendre. Et je ne savais pas ce que je vivais, j'étais consciente des bruits qu'il y avait à l'extérieur. Moi, j'étais baignée par une notion d'amour et je ne voulais pas redescendre. Et c'est l'intervenant, on va dire, qui à un moment donné a dit reprenez contact avec les bruits le son de ma voix, les bruits extérieurs, etc. Et puis commencer à bouger le corps et tout. Moi, je ne voulais pas redescendre. Donc j'entendais les gens bouger, mais j'étais tellement bien là où j'étais que je voulais rester là. Et c'est quand je l'ai entendu et j'ai senti l'inquiétude dans la voix de ce monsieur. En fait, j'ai quitté cet état parce que je sentais qu'il s'inquiétait, parce qu'il voyait bien qu'il y avait quelqu'un qui, en fait, revenait pas. Et j'ai donc quitté à regret cet état-là. Pendant près d'une semaine, il suffisait que je me recale, mais sans rien faire, sur cet état-là, et je sentais que je repartais de cette notion d'amour. C'est juste le fait d'être toute seule quand je vivais ça, et que je ne savais pas ce que c'était, donc j'avais un peu peur en fait de ne pas pouvoir revenir sur Terre, qui a fait que je ne me suis pas laissée complètement aller à l'expérience en étant toute seule et puis plusieurs fois, quoi. Voilà. Et une deuxième fois, j'ai vécu ça où j'étais chez moi, j'étais en train de regarder des huiles essentielles et je regardais qu'est-ce qui pouvait soulager en fait une douleur nerf sciatique, et j'ai ressenti cette notion d'amour comme ça, de chaleur, puissance et amour. Voilà. Eh bien, c'est à la fois extraordinaire et banal, excuse-moi, parce que dans le yoga, c'est souvent décrit en fait ces expériences-là. Yoga, je ne sais pas quel était le yoga que tu faisais, moi j'ai décrit ça dans le yoga Nidra, et puis un autre courant du yoga dont le nom m'échappe maintenant, mais il y a plusieurs courants du yoga qui sont connus pour produire ce genre d'effets secondaires, et qui sont des effets intempestifs, qui ne sont pas voulus, mais qui arrivent fréquemment. En fait, j'en parle en l'occurrence dans mon bouquin « Expérience hors du corps », j'ai creusé cet aspect-là. Parce que pour les orientaux, là, pour les Indiens notamment, c'est banal, ces phénomènes. Ça s'appelle des siddhis. Ce sont des phénomènes phénomènes de perception extrasensorielle ou de sortie du corps, etc., qui se produisent grâce à la pratique, mais qui ne doivent pas
retenir l'attention, parce que le but, c'est la libération, c'est l'éveil. Donc eux, ils disent, attention, ne vous occupez pas de ça, c'est pas important, sauf si votre maître vous dit, voilà, ça va t'apprendre ceci, ça va t'apprendre cela. Mais ce sont des phénomènes auxquels il ne faut pas prêter attention, parce qu'ils sont une distraction sur la voie de la libération, qui est la voie de l'éveil. Donc c'est intéressant, parce que pour nous, ce sont des capacités extraordinaires qu'on voudrait tous maîtriser, et pour eux, dans leur tradition, c'est quelque chose auquel il ne faut pas prêter attention, parce qu'il y a un risque d'inflation de l'ego, il y a un risque de se prendre pour quelqu'un d'important. Mais c'est banal, c'est décrit depuis la nuit des temps. Ce qui est intéressant avec eux, en plus, c'est qu'eux, ils disent, il ne s'agit pas de sortir de son corps, il s'agit d'entrer dans son être. Et pour eux, c'est la même chose, parce qu'il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur. Il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Si on est identifié à son corps, alors oui, on va dire qu'il y a quelque chose qui est sorti du corps, mais si on est identifié à sa conscience, alors en fait, on ne fait qu'un avec tout, et donc on n'est pas sorti de rien du tout. Rien n'est sorti de rien. Simplement, on a plongé plus profond dans les couches de son être. Tu vois ? Façon de dire les choses rapidement. Jocelyn, je te propose qu'on arrête là. On va présenter Vincent maintenant. Merci.